Bonjour chers apprenants, bienvenue à ce cours en ligne sur l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes, le rôle de l'économie numérique. Je rappelle que ce cours est organisé par l'IDEP, l'Institut africain de développement économique et de planification, un organe de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Félicitations pour avoir terminé le module 4. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette 5e semaine passionnante consacrée au thème du financement du développement des jeunes. Je suis disponible pour vous guider tout au long de ce processus. Vous pouvez me contacter à l'adresse indiquée sur la diapositive. Merci et bienvenue à bord. Après avoir consacré notre réflexion sur la nécessité de développer des politiques de la jeunesse basées sur des données probantes, nous vous invitons cette semaine à explorer la question du financement du développement des jeunes. Cette session se concentre sur les diverses sources et instruments de financement du développement durable en général et du développement des jeunes en particulier. Elle invite également les apprenants que vous êtes à débattre du cadre d'indicateurs du Programme d'action mondiale pour la jeunesse et de celui des objectifs de développement durable. À la fin de cette session, vous connaîtrez les mécanismes et les sources de financement des programmes actuels de développement de la jeunesse. Vous ferez une analyse critique en termes de force et de faiblesse de ces instruments et proposerez des mécanismes de financement innovants pour les politiques de développement de la jeunesse dans leur volet employabilité. Abordons maintenant le contexte de ce module. Il faut rappeler que l'efficacité des politiques de développement des jeunes est garantie en partie par leur implication totale dans le processus de conception, de financement et de gouvernance de telles politiques. Nous rappelons que la question du développement des jeunes demeure une préoccupation centrale dans l'agenda 2030 des Nations Unies et de celui de 2063 de l'Union africaine. En effet, les jeunes constituent la pierre angulaire sur laquelle comptent s'appuyer les États membres des Nations Unies et de l'Union africaine pour réaliser une croissance durable et soutenable. La question de l'implication et de la participation des jeunes dans le processus de développement durable soulève aujourd'hui un certain nombre de défis liés notamment à l'accès à une éducation et une formation technique et professionnelle adaptées aux enjeux du moment, telle la promotion de l'employabilité par le biais de l'entrepreneuriat des jeunes. Chers apprenants, relever de tels défis demeure d'ailleurs une condition à la réalisation du dividende démographique. En Afrique, même si plus d'un tiers des États disposent aujourd'hui d'une politique de la jeunesse, leur efficacité dans la prise en charge des préoccupations des jeunes est hypothéquée par les difficultés liées à la mobilisation et à la gestion des fonds alloués au programme de jeunesse. Les modalités de financement sont essentiellement le fait de ressources domestiques et ou liées à l'aide publique au développement. Les défis du développement durable appellent donc à un changement de paradigme dans l'élaboration des stratégies de mobilisation et de gouvernance des financements des objectifs de développement durable. La remise en question des mécanismes d'évaluation des besoins de mobilisation des ressources et de suivi est une urgence, plus particulièrement en Afrique, au regard des besoins financiers importants impactés par l'accroissement de sa population et des déficits élevés dans la mobilisation des financements du développement. Les difficultés des pays africains dans la mobilisation des ressources montrent une certaine disparité au niveau planétaire entre les pays développés et ceux dits pauvres ou en voie de développement. Un début d'explication réside dans les mécanismes de financement privilégiés par les pays en voie de développement qui misent pour la plupart sur des sources de financement traditionnelles, lesquelles démontrent de plus en plus leurs limites en termes de couverture des besoins de financement du développement. C'est pour résoudre de telles disparités que les Nations Unies ont entrepris de renforcer les États membres dans l'évaluation des besoins de financement et la diversification des sources au travers de l'intégration des mécanismes novateurs tels que les obligations vertes, les fonds souverains, les paiements de services écosystémiques. L'émergence de mécanismes de financement innovants traduit le consensus mondial qui se dessine
à travers l'agenda d'action d'Addis Abeba des Nations Unies de 2015. Ce dernier fournit un cadre complet et prospectif intégrant harmonieusement tous les flux financiers, publics et privés, nationaux et internationaux, dans les stratégies de financement du développement durable. Pour apprécier l'importance accordée au financement des jeunes, nous allons au cours de ce module explorer le cadre mondial des indicateurs de mesure des objectifs de développement durable et de celui de l'agenda d'Addis Abeba relatif aux mécanismes de financement. Nous ferons ensuite l'inventaire et le diagnostic des mécanismes de financement traditionnels et innovateurs prévus dans le cadre de cet agenda. Nous terminerons notre session en tirant les conclusions relatives au financement du développement des jeunes. Voyons maintenant la question du financement du développement des jeunes dans le cadre du programme 2030. Aujourd'hui, le problème du financement du développement en général et de celui des jeunes en particulier est rendu difficile par la rareté et le coût des ressources financières. En effet, les États peinent à mobiliser les ressources nécessaires et un déficit important est constaté. Un financement efficient du développement de la jeunesse requiert une parfaite prise en compte de leurs préoccupations dans les domaines prioritaires que sont l'accès à une éducation inclusive, à la santé, à la formation professionnelle et à des emplois décents. Cependant, de nombreux États ont failli à cette étape du processus, faute de systèmes d'information et de suivi-évaluation opérationnelle. Les Nations Unies ont travaillé à la mise en place d'une batterie d'indicateurs permettant aux États non seulement de pouvoir orienter leurs actions, mais également d'identifier les domaines prioritaires pour les jeunes. Ceci permet de mesurer leur progrès en matière de prise en charge efficace des questions de la jeunesse, et le cadre mondial offre des indicateurs qui permettent de réaliser une telle évaluation. L'importance accordée aux jeunes dans le programme 2030 des Nations Unies se reflète dans le poids des indicateurs qui sont consacrés à leurs préoccupations. 90 sur les 232 indicateurs du cadre mondial sont consacrés aux aspirations et préoccupations des jeunes. Les États membres acceptent aujourd'hui de mesurer leurs efforts à la protection et à l'emploi des jeunes proportionnellement au pourcentage du revenu consacré au financement des stratégies prévues dans le cadre du Pacte mondial pour l'emploi de l'OIT. De tels efforts se mesurent en termes de dépenses publiques totales consacrées au développement des jeunes, notamment dans l'accès à une éducation inclusive et à la formation technique et professionnelle, des investissements dans les secteurs à forte intensité d'emploi, y compris les emplois verts, les dépenses consacrées au fonctionnement des centres d'orientation professionnelle des jeunes, les dépenses de soutien à l'entrepreneuriat et au financement des projets de création d'entreprises. C'est d'ailleurs à travers de telles initiatives que les États mesurent leur progression dans la prise en charge des aspirations de la jeunesse. Il faut souligner par ailleurs que le Pacte mondial constitue la ligne directrice qui permet aujourd'hui de définir et de mesurer les actions spécifiques à la promotion de l'accès à des emplois décents et durables pour tous, mais particulièrement les jeunes au niveau mondial. Les Nations Unies soulignent le besoin d'indicateurs spécifiques pour mesurer la contribution des jeunes à l'ODD 15, à savoir l'accès aux moyens de subsistance durable. Parlons maintenant du programme d'action d'Addis Abeba et les orientations qui y sont définies en termes de financement de la jeunesse. C'est une initiative qui est née d'un constat d'échec de certains États dans la mobilisation des financements du développement économique et social relativement aux directives de Monterrey en 2002. Si les États de l'OCDE sont parvenus à des efforts importants dans la mobilisation du financement du développement, ce n'est point le cas des pays pauvres ou en voie de développement. En effet, ces derniers doivent faire face à l'essoufflement des mécanismes de financement traditionnels et aux écueils liés à la fuite illicite des capitaux et à l'évasion fiscale. Défini en 2015, le programme d'action d'Addis Abeba est le résultat d'un consensus international sur les mécanismes de financement du développement durable.
Il fournit aux États un cadre politique et financier qui favorise une coopération internationale dans la mobilisation des financements au niveau national et international. Dans ses orientations politiques, l'agenda d'Addis Abeba amène les États à reconnaître l'importance d'investir dans la jeunesse et à s'engager dans l'élaboration et le financement d'un pacte social inclusif. Il insiste également sur la nécessité d'aligner les stratégies et politiques nationales aux objectifs de développement durable en vue d'une meilleure prise en compte des préoccupations des jeunes. Les États signataires se sont engagés également à promouvoir une éducation inclusive dans les domaines de la science, de la technologie en vue de favoriser la créativité et l'innovation auprès des jeunes. Le programme d'action d'Addis Abeba invite les États à exploiter cette source dans la mobilisation du financement. Au-delà des ressources publiques nationales que sont les recettes fiscales, l'agenda encourage les États à associer le privé national et international dans le financement du développement durable et dans celui du développement des jeunes. Il s'agit en effet d'encourager les investissements directs étrangers dans les secteurs favorisant la création d'emplois pour les jeunes. L'agenda focalise également sur la nécessité d'une coopération internationale à travers les aides publiques de développement qui, depuis la crise de 2008, ont connu un essoufflement dans beaucoup de pays africains. Il considère également le commerce international comme un moteur du financement du développement. À ce titre, il est encouragé une ouverture des marchés du Nord pour favoriser un rééquilibrage des balances commerciales des pays du Sud. L'agenda d'Addis Abeba met en évidence les possibilités d'endettement des États comme mode de financement du développement. Il insiste d'ailleurs sur la nécessité d'un allègement ou de la suppression de la dette, notamment en direction des pays en voie de développement. L'agenda d'Addis Abeba met aussi en exergue les possibilités de financement liées à la résolution de problèmes systémiques qui concernent le déséquilibre du système de la finance internationale et l'exploitation abusive des ressources naturelles. Enfin, ce programme met à profit les innovations technologiques comme vecteur de mobilisation des ressources. Pour un meilleur accompagnement dans le financement du développement durable, le programme d'Addis Abeba prône pour un renforcement des aides publiques au développement et plus de dynamisme dans la mobilisation des ressources domestiques en termes de recettes fiscales et d'investissement du privé national. Il invite les États à encourager les investissements directs étrangers et à recourir aux outils du marché financier, tels les emprunts obligataires en devises, pour financer les programmes de développement durable. Cette diversité de mécanismes de financement se justifie au regard du volume important de capitaux nécessaires à l'atteinte des objectifs de développement durable, 70 000 milliards de dollars. Cependant, c'est faute de pouvoir diversifier les sources de financement que les États en voie de développement s'exposent à des déficits dans la couverture des besoins d'investissement prioritaires. En Afrique, de tels déficits se sont accentués avec l'estimation des besoins de relance des économies affectées par la crise de la COVID-19. Les investissements nécessaires à la relance de l'économie mondiale affectée par la crise de la COVID-19 justifient l'intégration de mécanismes de financement novateurs tels que le partenariat public-privé, les fonds d'investissement en capital risque et les financements liés aux emprunts obligataires et les crypto-monnaies. Il faut dire que la diversification des sources de financement du développement est une urgence en Afrique pour réduire l'impact des risques d'investissement sur les économies structurellement fragiles. Sans être exhaustif, ce tableau vous présente quelques mécanismes de financement novateurs dans le cadre de l'agenda d'Addis Abeba. Il concerne la coopération internationale pour lutter contre la fuite illicite des capitaux et les innovations sur le plan fiscal, notamment les écotaxes. Une meilleure gestion de la dette des pays les plus pauvres et le renforcement des aides publiques au développement, la mise en avant des fonds souverains publics et privés pour dynamiser le partenariat public-privé,
Le recours à la technologie financière et aux outils des marchés financiers pour capter l'épargne nationale et internationale. Il faut noter cependant que le choix des mécanismes doit dépendre des avantages et inconvénients qu'ils procurent aux États. Par exemple, si l'aide publique au développement est accessible à des coûts faibles, les États qui en profitent perdent souvent leur autonomie dans l'affectation de ces fonds aux priorités nationales. L'investissement direct étranger est connu pour accroître la productivité de l'économie. Cependant, les investisseurs s'orientent la plupart du temps vers des secteurs miniers avec des conséquences négatives sur les écosystèmes. Si l'endettement reste adapté au financement des infrastructures, un niveau élevé d'endettement peut affaiblir la croissance du pays. Les fonds souverains publics et privés offrent un réel potentiel de mobilisation des capitaux dans le cadre des projets de développement. Cependant, lorsqu'ils sont privés, ces fonds cherchent le plus souvent à investir dans des secteurs à haut rendement. C'est ainsi qu'ils ciblent des projets dans lesquels l'État leur garantit un accès à la demande. Les larges possibilités du marché financier cachent souvent des écueils liés au coût du financement et des risques systémiques potentiels dus naturellement à la volatilité et au comportement des acteurs. Enfin, si les plateformes de financement peuvent aider à la mobilisation de financement pour des projets socio-économiques, la sécurisation des transactions et des données demeure un problème majeur. Le recours aux mécanismes de financement est affecté par des conditions environnementales. Ce tableau vous en donne un aperçu selon le contexte africain. Pour ce qui est des ressources intérieures, les opportunités à l'accroissement des ressources résident dans les réformes fiscales en vue d'élargir la base d'imposition. La transformation structurelle du secteur informel devrait par exemple favoriser la mobilisation de recettes fiscales supplémentaires. Les menaces demeurent liées essentiellement aux exonérations fiscales importantes, à l'évasion fiscale et à la fuite illicite de capitaux par les firmes multinationales. Par ailleurs, si la diversification des partenaires multilatéraux est une opportunité à l'accroissement de l'aide publique au développement, les problèmes de gouvernance des fonds peuvent en freiner l'essor. Les programmes d'allègement de la dette extérieure des pays pauvres très endettés constituent également une opportunité pour financer le développement. Cependant, le non-respect de bonnes pratiques en matière de gestion des fonds publics demeure une menace. D'ailleurs, le non-respect de l'état de droit dans beaucoup de pays freine aujourd'hui l'essor des investissements directs étrangers. L'attractivité du secteur liée aux ressources renouvelables et non renouvelables, ainsi que les rendements élevés qu'ils offrent aux investisseurs étrangers, constituent les opportunités pour mobiliser le financement des fonds souverains. Cependant, la qualité des institutions et la faiblesse du cadre macroéconomique et politique peuvent hypothéquer les partenariats publics-privés. Les réformes initiées dans le cadre de la finance islamique et les nouveaux outils de financement obligataires apparus dans le contexte de la pandémie sont autant d'opportunités pour financer le développement. Cependant, il faut souligner que les mesures prudentielles contraignantes limitent la capacité de mobilisation de l'épargne par les acteurs des marchés financiers et bancaires, qui doivent faire face à un taux d'inclusion financière faible des ménages. L'essor des fintechs est freiné par la faible connectivité du continent et le développement de la cybercriminalité. Après avoir réalisé une analyse des forces et faiblesses et des opportunités et menaces, et avoir parcouru les différents aspects du plan de financement des objectifs de développement durable à travers l'agenda d'Addis Abeba, nous pouvons nous arrêter pour tirer les conclusions suivantes. Bien que les ressources de financement et les instruments décrits dans le programme d'action Addis Abeba ne soient pas spécifiquement liés au développement de la jeunesse, ils offrent la possibilité d'orienter les fonds vers la mise en œuvre d'une politique de la jeunesse. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la mobilisation et l'utilisation efficace des ressources nationales demeure un enjeu prioritaire. Le programme d'action d'ailleurs s'engage à renforcer les environnements nationaux favorables, y compris l'état de droit, et lutter contre la corruption.
Le principal enseignement de cette conférence internationale sur le financement du développement est la liberté qui est donnée aux États signataires de recourir à toute forme de mécanisme et de partenariat permettant de prendre en charge les questions spécifiques liées aux jeunes, qu'il s'agisse de l'accès à l'éducation inclusive, à la santé, à l'emploi ou le développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous vous invitons, chers apprenants, à continuer la réflexion en téléchargeant les documents indiqués ci-dessus. Ils vous permettront de développer davantage sur la question du financement du développement en général et de celui des jeunes en particulier. Les livrables du module 5 concernent cette semaine la proposition de 3 mécanismes financiers qui peuvent être adoptés par les organisations et les pays pour promouvoir l'employabilité et l'entrepreneuriat des jeunes dans l'économie numérique. Nous vous invitons à partir du programme d'action d'Addis Abeba et des connaissances acquises dans ce cours. Pour réaliser ce travail, vous effectuerez une analyse des forces et faiblesses et opportunités et menaces des différents mécanismes de financement disponibles. Nous vous invitons également à participer à la discussion en répondant à la question suivante. Quel mécanisme de financement du développement de la jeunesse existe actuellement dans votre pays et dans quelle mesure sont-ils adaptables et reproductibles dans d'autres pays? Nous sommes impatients de vous entendre sur cette question. Félicitations, chers apprenants, pour avoir suivi ce module 5. Nous vous exhortons à étudier les notes de cours et à vous préparer pour le module final, le module 6. Merci et à bientôt.